Bienvenue pour cette exploration consacrée aujourd'hui à Honoré de Balzac. Un monument, on peut le dire, dont l'œuvre reste incroyablement présente. Tout à fait. Et on a la chance d'avoir beaucoup d'informations pour essayer de cerner le personnage derrière la comédie humaine. Oui, et c'est notre but justement. Aller un peu au-delà de la simple biographie, comprendre son ambition, ses contradictions aussi, et puis son époque bien sûr. Une époque qu'il a dépeinte avec une force rare. Commençons peut-être par le début. Il naît à Tours, fin du XVIIIe siècle, 1799. C'est ça. Et très tôt, il est mis en nourrice. Une séparation qui semble l'avoir marqué pour la suite. D'accord. Et après, le parcours classique, collège à Vendôme, je crois, où il dévore déjà les livres. Oui, un lecteur insatiable. Puis les études de droit à Paris, un passage rapide chez un avoué. Mais l'écriture le démangeait déjà fortement, laborieux. Ses premiers écrits sous des pseudonymes un peu ridicules comme Lord Rhône. Ah oui, j'ai lu ça. Il n'en était pas très fier après. Pas du tout. Il parlait de cochonnerie littéraire. Et en parallèle, il se lance dans les affaires. Imprimerie, fonderie de caractère. Et ça marche? Pas vraiment, non. Ce sont des échecs cuisants. Et surtout, ça lui laisse des dettes énormes. Des dettes qui vont le suivre. Toute sa vie. C'est une clé pour comprendre son énergie folle au travail et ce besoin constant d'argent. Un moteur paradoxal, en fait. D'accord. Mais le vent finit par tourner. 1829, c'est une date importante, il me semble. Oui, absolument. Les Chouans, c'est le premier roman qu'il signe Honoré Balzac. Enfin, sans la particule encore. Et la même année, il y a la physiologie du mariage. Un succès, paraît-il. Un gros succès, surtout auprès des femmes. Ça lui ouvre les portes des salons parisiens. C'est important pour lui. Et c'est là qu'il décide d'ajouter le 2 à son nom. Exactement, en 1831. Un signe clair de son ambition, de son désir de reconnaissance sociale. Et c'est aussi à ce moment-là que le grand projet de sa vie prend forme, la comédie humaine. Voilà. L'idée est immense. Il veut faire pour la société ce que Buffon a fait pour les animaux. Identifier les espèces sociales. Créer une histoire complète des mœurs. Une sorte de tableau total de son époque. C'est ça. Et pour lier tout ça, il a cette idée géniale du retour des personnages. On retrouve les mêmes figures d'un roman à l'autre. Le Père Goriot en est un exemple parfait. Ce qui donne une cohérence incroyable à l'ensemble. Plus de 90 romans et nouvelles, c'est colossal. Colossal. Et il organise tout ça en ordre. Études de mœurs, études philosophiques. C'est très structuré. Avec un réalisme très poussé dans les détails, mais aussi, comme dira Baudelaire, une dimension visionnaire. Pour produire tout ça, il fallut une énergie hors du commun. On parle de forçat littéraire. Le mot est juste, il travaille 16, parfois 18 heures par jour, avec des litres et des litres de café pour tenir. Une cadence infernale. Pour rembourser les dettes, donc. Oui, principalement. Mais aussi pour financer un train de vie assez luxueux. Sa fameuse canne, ses meubles, il aimait le faste, tout en fuyant ses créanciers. Un personnage plein de contradictions. Et sa vie sentimentale, elle était comment? Tout aussi intense et complexe. Il a eu des relations importantes, souvent avec des femmes plus âgées ou en tout cas influentes. Laure de Berny, sa dilecta, a été un soutien crucial. Il y a eu d'autres figures, non? Oui, la duchesse d'Abrantès, par exemple. Et bien sûr, il y a cette relation très particulière, surtout épistolaire au début, avec la comtesse Ranska. Une admiratrice polonaise, c'est ça, qu'il finira par épouser. Oui, mais très tardivement, juste avant de mourir. Et on sent l'influence de ces femmes dans la richesse de ces personnages féminins. Et sur le plan des idées et des opinions, c'était un homme engagé? Alors là, c'est fluctuant. Plutôt libéral jeune, puis il affiche des opinions légitimistes, donc pour le roi. Mais en même temps, Oui. sa description de la bourgeoisie, de l'argent roi, est tellement puissante, tellement critique, que Marx et Engels l'admiraient. C'est un paradoxe fascinant. Incroyable. Et il s'est battu aussi pour les auteurs. Oui, beaucoup. Il a cofondé la Société des gens de lettres pour défendre les droits d'auteur. Il a aussi tâté du journalisme, créé des revues. Mais ça n'a pas duré. Une vie bien remplie, mais qui s'est terminée assez tôt, finalement. Oui, il était épuisé, problème cardiaque, l'usure du travail. Il épouse enfin Madame Hanska en Ukraine en mars 1850. Il rentre à Paris, Et il meurt quelques mois après. en août, dans un luxe incroyable qu'il venait d'installer, mais toujours criblé de dettes. Une fin à son image, presque. Son héritage littéraire, par contre, est incontestable. Immense. Zola, Proust, toute une partie du roman moderne lui doit quelque chose.
Victor Hugo, à ses funérailles, a d'ailleurs parlé de la portée révolutionnaire de son œuvre. C'est vraiment ça, Balzac. Un homme de contraste. L'ambition folle, le travailleur acharné, le génie. Et en même temps, l'endetté chronique. L'homme aux amours compliqués, aux idées politiques pas si simples. Absolument. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion. Comment une œuvre qui, sur le papier, pouvait sembler conservatrice, Oui. oui, a-t-elle pu offrir une critique si percutante de la société capitaliste naissante qu'elle a été saluée par des penseurs révolutionnaires et qu'elle reste une source essentielle pour comprendre cette époque? C'est un paradoxe qui donne à réfléchir sur la nature même de la littérature.